Les tensions pour la réaction de la batterie plomb-acide peuvent alors être calculées à partir des énergies de réaction. Delta E1 égale delta E3 plus 2 fois delta E2. Dans cette équation, nous utilisons les valeurs delta E3 calculées et les valeurs delta E2 expérimentales. Alors là, note du traducteur, si j'ai bien compris, les auteurs nous expliquent là leur angle d'attaque. Pour calculer l'énergie générée par la réaction de décharge de la cellule plomb-acide, ils vont additionner delta E3 plus 2 fois delta E2, et pour cela utiliser la valeur de delta E3 déterminée par le calcul, et utiliser la valeur de delta E2 mesurée expérimentalement. Fin de la note du traducteur. L'acide sulfurique concentré est utilisé dans les réactions 1 et 2. Nouvelle note du traducteur. Attention, là, on va voir apparaître grand M majuscule. Je rappelle que grand M, en fait, c'est le grand M du mot molarity en anglais, c'est-à-dire la molarité, ce qu'en français, on appelle aussi la concentration molaire, c'est-à-dire la concentration en mol par litre. Fin de la note du traducteur. La tension de la cellule à 5,5 grand M typique est calculée en utilisant les tables de Huisman. La prédiction des énergies de formation d'une manière quantitative, à partir d'un calcul AB initio, nécessite, en plus d'avoir une théorie sous-jacente, également une convergence absolue de tous les paramètres techniques et un ensemble de bases suffisamment général. Il est donc utile d'aborder le problème avec plusieurs méthodes indépendantes et de voir si elles convergent vers le même résultat. Dans notre cas, nous avons utilisé une combinaison linéaire d'orbitales locales, LCAO. Alors, note du traducteur, en français c'est CLOA, ça veut dire combinaison linéaire d'orbitales atomiques. Je reprends la phrase depuis le début, fin de la note du traducteur. Dans notre cas, nous avons utilisé une combinaison linéaire d'orbitales locales LCAO avec ou sans approximation de noyau figé en utilisant le programme BAND et une approche à base minimale, orbitale locale à plein potentiel avec le programme FPLO. Les calculs sont effectués avec des structures cristallines à partir de mesures expérimentales à température ambiante, ne permettant aucune relaxation ionique, capturant ainsi les effets électroniques dynamiques de la relativité, ce qui signifie Dirac versus Schrödinger. Le choix alternatif, plus laborieux, aurait été de considérer également les changements structurels et vibrationnels relativistes, y compris les énergies du point zéro ZPE. Les effets thermiques sur les énergies de réaction sont assez faibles et sont simplement négligés. Si une batterie gèle à basse température, cela est dû à la cinétique et non au delta G. Note du traducteur, alors j'ai cru comprendre que delta G désigne la variation d'énergie libre de Gibbs, également appelée enthalpie libre ou énergie de Gibbs. Je vous propose d'en lire la page Wikipédia que je vous ai mis dans le PDF. Fin de la note du traducteur. Comme indiqué, nous supposons par simplicité que l'électrode en plomb est pure, n'est pas un alliage, et que la phase bêta-dioxyde de plomb est pure aussi. Les tensions de cellules mesurées pour alphas et bêta-dioxyde de plomb diffèrent d'environ 0,01 volts. Dans l'approche LCAO, les ensembles de bases à un électron, représentant la densité électronique optimisée, consistent en une combinaison linéaire d'orbitales atomiques numériques de Hermann-Skillmann, NO, et d'orbitales de type Slater, STO. Nous appliquons des ensembles de bases augmentées de quadruple zeta avec 4 fonctions de polarisation Q, Z, 4P disponibles dans le référentiel d'ensemble de bases du programme BAND. L'approximation du noyau gelé est systématiquement appliquée pour réduire la taille de l'ensemble de bases variationnelles. Note du traducteur, bon là, si tu comprends pas, t'inquiète pas, tu n'es pas le seul, et c'est peut-être pas, voire probablement pas nécessaire, de tout comprendre en détail pour avancer. Fin de la note du traducteur. L'utilisation du noyau gelé, tel qu'implémenté dans le programme
BAND, est préférable aux techniques pseudo-potentielles car elle permet essentiellement des calculs pour tous les électrons. Les orbitales du noyau gelé sont tirées de calculs de haute précision avec de nombreux ensembles de bases STO. Pour l'oxygène et le soufre, nous utilisons des ensembles de bases pour tous les électrons. Pour le plomb, nous incluons jusqu'à 4 F orbitales dans le noyau. Crochet du traducteur, quelqu'un peut-il, s'il vous plaît, s'il le comprend, m'expliquer ce que veut dire « Nous incluons jusqu'à 4 F orbitales dans le noyau », s'il vous plaît. Crochet fermé du traducteur. Le léger changement des orbitales du cœur profond dû à la formation de liaisons chimiques a été confirmé comme étant négligeable. La nature de bande de l'espèce à l'état solide a été déduite en étudiant la densité d'état, DOS, Density of States. Le caractère orbital des densités d'état total a été déterminé par rapport aux contributions des atomes individuels. La structure de bande le long d'une série de lignes de symétrie élevée a également été analysée. Les structures globales des bandes ne changent que légèrement avec la méthode. Deux points, l'ordre, le caractère orbital et la dispersion restent comparables dans les approximations LDA et GGA. Crochet ouvert du traducteur. LDA, c'est l'acronyme de Local Density Approximation, qui veut dire approximation de la densité locale. Je vous propose de lire la page Wikipédia concernant LDA, je vous l'ai mise dans le PDF. Quant à GGA, c'est l'acronyme de Generalized Gradient Approximation, approximation des gradients généralisés, et pareil, je vous ai mis la page Wikipédia concernée. Crochet fermé du traducteur. Dans le cas des calculs du programme BAND, nous avons utilisé des structures déterminées expérimentalement à la fois pour les espèces en phase solide et pour les espèces en phase gazeuse. Les constantes de réseau et les positions atomiques ont été maintenues fixes dans tous les calculs à cause de notre intérêt pour les effets de réarrangement purement électroniques dus à la relativité. Les effets relativistes sont étudiés au moyen de l'approximation régulière d'ordre 0, ZORA. Nous considérons 3 cas, non relativiste, noté NR, relativiste scalaire, noté SR, et entièrement relativiste, noté FR, avec prise en compte des effets spin-orbite du premier ordre. Pour garantir des résultats de haute précision, la convergence des calculs a été vérifiée par rapport à tous les paramètres numériques cruciaux, y compris le nombre de points K, la qualité de l'ensemble de base et la taille du noyau figé. Les énergies de formation ont été calculées par rapport aux atomes à spin restreint, à symétrie sphérique, et ont convergé à 1 kJ par mol ou moins. Pour échantillonner la première zone de Brillouin et évaluer les intégrales K espace, nous avons utilisé un schéma d'intégration numérique quadratique avec les mailles suivantes. 9 x 9 x 9 pour le plomb et l'étain, 5 x 5 x 5 pour le monoxyde de plomb, le dioxyde de plomb et le monoxyde d'étain, ainsi que pour le dioxyde d'étain, et 3 x 3 x 3 pour le sulfate de plomb et le sulfate d'étain 2. Crochet ouvert du traducteur, je vous propose de lire la définition Wikipédia de la zone de Brillouin, je vous l'ai mise dans la description. C'est quelque chose qui se comprend plutôt graphiquement que par les mots. C'est relativement simple, je vous invite à aller voir. Crochet fermé du traducteur. La molécule de trioxyde de soufre a été placée au milieu d'une grande cellule unitaire cubique, A égale 20 angstrom, avec un seul point K. Dans l'approche du programme FPLO, nous avons effectué des calculs de structure de bande en utilisant les versions non relativistes, scalaire relativiste et relativiste complètes à 4 composants de la méthode de structure de bande à base minimale orbitale locale à plein potentiel. L'approximation de la densité locale a été utilisée pour la fonctionnelle de corrélation d'échange. Ici, les volumes optimaux des structures cristallines
ont été déterminés en calculant les structures déterminées expérimentalement à différents volumes et en ajustant une équation d'état polynomiale de quatrième ordre au point de données. Pour échantillonner la première zone de Brillouin et évaluer les intégrales K espace, nous utilisons un schéma d'intégration numérique linéaire avec maille de K points, 24 x 24 x 24 pour le plomb et l'étain, 12 x 12 x 12 pour le monoxyde de plomb, le dioxyde de plomb, le monoxyde d'étain et le dioxyde d'étain, et 6 x 6 x 6 pour le sulfate de plomb 2 et le sulfate d'étain 2. La molécule de trioxyde de soufre a été calculée sans conditions aux limites périodiques. Les énergies de réaction résultantes pour la réaction de la batterie au plomb, équation 1, calculées au niveau FR, c'est-à-dire entièrement relativiste, SR, relativiste scalaire, c'est-à-dire sans couplage spin-orbite, et NR, non relativiste, sont comparées dans le tableau 1. Nous parvenons à reproduire la tension absolue de la réaction de la batterie au plomb à environ 0,2 volts. En prenant les 4 calculs du tableau 1 à leur valeur nominale, notre tension absolue calculée pour la réaction 1 est de plus 2,13 volts, tandis que sa partie relativiste est de plus 1,74 volts. L'augmentation relative du pouvoir oxydant du bêta-dioxyde de plomb solide est en effet la plus grande contribution. La contribution du sulfate de plomb 2 solide à la différence de tension électrique suit et a le même signe. La troisième contribution la plus importante provient des effets de couplage spin-orbite dans le plomb métallique. Au niveau PBE sol-D de la théorie, ces trois contributions sont respectivement de plus 1,58, plus 0,27 et moins 0,06 volts et ont été considérées comme étant essentiellement indépendantes de la méthode. Pour plus de détails sur les contributions individuelles, voir la figure 1. Je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour la suite de la lecture. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, pouvez-vous mettre un j'aime. C'est encore mieux si vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook ou sur Twitter, parce que c'est ainsi que je rencontre les nouvelles personnes susceptibles d'être intéressées par ma chaîne. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de toutes mes lectures d'articles scientifiques traduits de l'anglais vers le français, déjà publiées d'ores et déjà sur la présente chaîne YouTube.